Nul océan ne saurait séparer un homme de la femme qu'il aime. Nulle enceinte, aussi gardée soit-elle, ne pourrait empêcher un homme de retrouver sa promise. Le cœur des hommes a souvent été la cause des batailles les plus violentes. Avec la révélation du chapitre 1157 de One Piece, on découvre que l'origine de l'incident de God Valley n'est nul autre que l'amour inconditionnel que portent les Rocks et l'équipage de Goldie Roger pour une femme, la redoutable Shaki. Une guerre totale, un affrontement au sommet pour l'amour. Oda, dans son récit, s'inspire d'une des batailles mythologiques les plus mythiques pour préparer les origines de l'incident de God Valley, la guerre de Troie. L'auteur nous propose d'articuler les passions des pires pirates d'une époque révolue autour du plus précieux des trésors, la beauté d'une femme. Ce clin d'œil à la plus mythologique des guerres antiques, opposant Achille, Ulysse et tant d'autres héros grecs à l'imprenable cité de Troie, pour l'amour d'une seule et unique femme, Hélène de Sparte, épouse de Ménélas et amante de Paris. Ce parallèle nous rappelle que bien avant les rêves de richesse, ce sont les rêves d'amour qui ont enflammé les plus grandes guerres. Dans cette review, nous allons analyser le rôle du trésor de la ruche, la redoutable Shaki, qui contrairement à Hélène, aura un rôle bien plus stratégique dans les enjeux politiques du monde de One Piece. Pourquoi a-t-elle rejoint les Rocks pour ouvrir une brasserie sur la ruche? Mais surtout qui, du côté de la marine, a eu l'audace de l'enlever pour la ramener sur God Valley? J'ai préparé une théorie en fin de vidéo qui va changer votre vision de la belle Shaki. Mais la tragédie ne s'arrête pas là. Car avec le sujet de faire la guerre par amour, Oda développe la dramaturgie d'obtenir la paix par la trahison. Car toute action a une conséquence, et la mort de Xebec sur God Valley n'est qu'une résultante d'une provocation effectuée il y a 8 ans dans la Chambre des Fleurs. En réponse, le Gorosei se sert de la passion d'Harald d'entretenir une diplomatie avec le gouvernement mondial pour assouvir ses propres desseins. Harald devra tuer Xebec pour construire son rêve de paix. Mais la question que tout le monde se pose, c'est: Harald va-t-il trahir son ami pour obtenir la paix? Xebec va-t-il mourir de la main du seul homme qui refuse de rejoindre son équipage? Ils se sont rencontrés sur Maréjoas Terre Sainte et ce sont ces hautes autorités qui vont conspirer pour sa chute. Dieu protège-moi de mes amis, car mes ennemis je m'en charge. Le coup fatal vient souvent des gens les plus proches de nous. Harald va-t-il accepter la proposition du Gorosei? Vous allez voir que grâce à une minutieuse analyse, j'ai trouvé le lien entre le trésor de la ruche, les ambitions de Garp, l'ultimatum que le Gorosei pose à Harald pour tuer Xebec, et je vais vous prouver que tout ça tourne autour d'une seule personne, le traître de l'équipage des Rocks. J'adore cette introduction, c'est très certainement mon introduction préférée. J'ai mis énormément de temps à la faire, mais le résultat en vaut le coup. Donc si toi aussi tu apprécies, n'hésite pas à t'abonner. Vous êtes près de 40% à regarder mes vidéos sans vous abonner. On est presque aux 50 000. Il me manque 600 abonnés. Je sais que vous pouvez le faire. Donc voilà, si vous aimez le travail, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous révéler qui est le traître des Rocks. Et bien sûr, je ne parle pas de Hache d'Argent ni de Ochoku. Vous allez vraiment être choqués par la révélation. À me donner bien sûr votre avis en commentaire et bien concernant cette vidéo, à mettre le maximum de pouces bleus, et vous connaissez maintenant aussi les boosts pour être encore une fois le numéro 1 du classement boost. Je compte sur vous, bonne vidéo et merci pour tout le soutien que vous donnez à la chaîne depuis maintenant plusieurs semaines. La première partie du chapitre va nous dépeindre un petit peu le quotidien des Rocks et il y a pas mal d'informations à remonter des actions qui nous sont montrées par Eiichiro Oda. Déjà, la thématique de ce début de chapitre, c'est plus ou moins la trahison. On va avoir des trahisons plutôt comiques entre les différents membres de l'équipage et à la fin du chapitre, on va avoir une trahison qui est un peu plus importante et qui risquerait de mettre en péril l'équipage des Rocks. Dans ce chapitre, on a les Rocks qui essayent de voler le butin du Nil. Et la première information qu'on a,
ça, c'est que les agissements de Xebec ne sont pas forcément machiavéliques, puisqu'il a choisi d'attaquer une île où les habitants prétendent réunir des fonds pour les enfants, mais dans les dialogues, les Rocs savent qu'en fait, il n'en est rien. Derrière cette bonté affichée, ce sont des gens cupides qui gardent les trésors pour eux. On peut donc en déduire que les Rocs ne sont pas si machiavéliques que ça, et que peut-être qu'on avait uniquement la vision de Sangoku, donc la vision de la marine, qui présentait les Rocs comme des terroristes, mais aujourd'hui on arrive à voir, et ce depuis plusieurs chapitres, qu'on n'a pour l'instant aucun élément probant qui nous montrerait que Xebec soit foncièrement une mauvaise personne, une personne machiavélique. Mais le premier thème qui va entourer les Rocs, et ça on le savait déjà depuis le discours de Sangoku, c'est la trahison. Les Rocs ne s'entendent pas. On a Shiki qui laisse Kaido et Barbe Blanche au sous-sol, qui évite de remonter la plateforme et qui envoie directement une bombe sur Hache d'Argent pour essayer de se débarrasser de lui. On a de l'autre côté Stussy et Big Mom qui essayent de s'enfuir en ne prenant pas garde si l'intégralité de l'équipage les suit. Et enfin on a Barbe Blanche qui lance un tremblement de terre grâce à son fruit du Gura Gura no Mi. On a même une petite phrase de Kaido qui dit que lui aussi aimerait bien avoir un fruit du démon aussi puissant. Enfin bref, ce sont des petites trahisons de circonstances et qui ont plutôt un effet comique qui montrent que les Rocs travaillent plutôt chacun de leur côté, qu'il n'y a pas d'esprit d'équipe. Mais à la fin du chapitre, on voit Barbe Blanche qui dit en voyant la marine entourer l'île que ceux-ci sont là beaucoup trop tôt et ils soupçonnent d'avoir un véritable traître parmi les Rocs qui aurait rencardé la marine. Et c'est là qu'on a une accusation de trahison un peu plus significative concernant l'équipage des Rocs. Je vous avais dit dans ma review de la semaine dernière que je soupçonnais d'avoir une mutinerie qui serait liée à la mort de Roc Xebec, et déjà dans ce chapitre on voit que les Rocs abritent un traître. J'ai bien sûr ma petite idée concernant l'identité du traître chez les Rocs. Je ne pense pas que ça soit Hache d'Argent et vous allez être complètement stupéfait par le nom de la personne que j'ai donné, mais n'hésitez pas en attendant à me dire directement votre pronostic en commentaire concernant l'identité de la personne qui aurait pu trahir les Rocs. Dans ce chapitre, le seul personnage qui ne sera pas sur God Valley pour récupérer Shaki, c'est Garp, et c'est très intéressant d'avoir un développement de ses motivations dans ce chapitre, parce que c'est un peu léger ce qu'on a sur Garp. On sait qu'il s'est rendu sur God Valley uniquement pour traquer Roger, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Ce qui a poussé Garp à rejoindre Roger pour 1. Protéger les dragons célestes, et 2. Ce qui l'a obligé à s'allier avec un pirate. Parce que Rox nous le dit dans ce chapitre, c'est connu de tous, Garp déteste ses supérieurs. Il déteste les dragons célestes. Donc il a dû forcément y avoir une excellente raison pour que Garp protège les dragons célestes de l'attaque de Xebec. Et secondo, Garp va rejoindre Roger, va rejoindre un pirate, alors que dans ce chapitre, on voit les différents échanges entre Kong et Garp a une seule obsession, augmenter la puissance militaire de la marine. C'est pour ça qu'il demande à Garp d'intégrer les géants. C'est pour ça qu'il essaye de faire en sorte que la diplomatie aboutisse entre Elbaf et le gouvernement mondial. Il a un but militaire derrière cela. Garp a une seule obsession, mettre de l'ordre dans les océans du monde de One Piece, ces océans qui sont perturbés par cette vague de piraterie. On a vu l'exemple avec les Rocs et tous les méfaits qu'ils ont accomplis dans ce chapitre, et pour cela il a besoin d'avoir les géants d'Elbaf. Kong répond qu'il ne peut rien faire, il a les mains liées, il n'a pas le pouvoir de développer la diplomatie entre Elbaf et le gouvernement mondial, il ne peut pas nouer d'alliance, il a donc les mains liées, il doit attendre le gouvernement. On aura en fin de chapitre le gouvernement qui va expliquer quelle est la condition sine qua non pour que Harald rejoigne le gouvernement, tuer Roc Xebec, mais on va voir que le rôle de Garp est prépondérant dans la réponse à cette promesse, et que c'est très certainement grâce à cela qu'il a été contre ses convictions, c'est-à-dire protéger les dragons célestes et s'allier directement avec un pirate. On va voir en quoi Garp va réussir à aboutir et à aller jusqu'au bout de ses ambitions grâce aux événements de God Valley. Je vous raconte tout dans la dernière partie de cette vidéo. Vouloir obtenir la paix, c'est bien, mais quel prix es-tu prêt à payer pour atteindre tes objectifs? Depuis le début du flashback d'Harald, la quête de nouer des ponts et des passerelles entre les peuples n'a jamais rien coûté
au roi d'Elbaf. Et avec ce dernier dilemme, dans ce chapitre 1157, on va voir jusqu'où sont prêtes à aller les convictions d'Harald pour obtenir la paix. Puisque le gouvernement mondial va lui poser un ultimatum, il faut que tu tues Roch d'Yxebek, ton ami, pour pouvoir obtenir la paix. Et c'est bien une image très significative du dilemme d'Harald. D'un côté, il souhaite la paix entre les différents peuples et races du monde de One Piece, et de l'autre côté, il a des valeurs fortes, des valeurs de guerrier d'Elbaf. Mais jusqu'à ce chapitre, ces deux convictions ne se sont jamais entrechoquées. Harald a pu développer son sens de la diplomatie sans jamais entacher ses valeurs de guerrier. Mais on commence à avoir des épreuves dans ce chapitre, car on voit Harald rencontrer un vaisseau du gouvernement qui a arrêté des populations qui sont dans le passé venues en aide à Elbaf et ont rapporté de la nourriture lorsqu'il en manquait sur l'île des géants. À ce moment-là, quand il voit le gouvernement contre des innocents, Harald choisit de protéger les innocents. Il préfère donc conserver ses valeurs plutôt qu'aller chercher la paix avec le gouvernement mondial. Mais les choses sont en train d'évoluer. Et pour les comprendre, il faut déjà analyser les relations entre Harald et Xebec. Dans les précédents chapitres, Harald recevait Xebec directement dans son château, qu'il soit seul ou qu'il soit avec son équipage. Mais les choses ont changé, car dans ce chapitre, il ne peut plus se permettre, après les différentes exactions de Rox et de son équipage, et on a la liste de ceux-ci dans ce chapitre, il ne peut plus se permettre de recevoir le capitaine des Rox directement dans ce château. Il le rencontre dans le monde souterrain et dans une taverne, ce qui montre qu'aux yeux d'Harald, Xebec est fautif. Xebec est de l'autre côté de la loi, Xebec est de l'autre côté des valeurs. Donc, la question qu'on va légitimement se poser après l'ultimatum du Gorosei, c'est est-ce que Harald sera capable de trahir une personne qu'il ne considère pas comme étant dans le cercle de ses valeurs pour obtenir la paix qu'il souhaite avec le gouvernement mondial. Et c'est dans ce mouchoir de poche qu'Harald va devoir faire un choix crucial. Mais vous allez voir dans les parties suivantes que le choix va prendre beaucoup d'autres choses en considération, notamment les ambitions de Garp telles qu'on l'a vu dans la partie précédente, et bien sûr le rôle du traître dans l'équipage de Xebec. Et vous allez voir que tout est lié. Quand les Chevaliers Divins arrivent sur Elbaf, dans la timeline du présent, il y a Summers qui propose directement à ses collègues de se rendre sur la tombe d'Harald. Ça nous présente donc qu'il y avait un lien particulier entre les Chevaliers Divins et Harald. Et quand Im-sama arrive elle-même sur Elbaf, elle dit à Harald « tu as tout gâché ». Mais pour tout gâcher, il faut déjà avoir au préalable des relations qui sont saines. Donc, si on émet l'hypothèse qu'il y a eu à un moment donné des relations saines et presque, on peut le dire, de paix et diplomatiques entre Harald, les Chevaliers Divins et Im-sama, c'est que quelque part Harald a dû convaincre le Gorosei et qu'il s'est donc plié au dilemme qui a été imposé par les 5 doyens, c'est-à-dire tuer Xebec pour pouvoir lier des relations diplomatiques avec le gouvernement mondial. Mais connaissant pour l'instant le personnage d'Harald, il est impossible que celui-ci se soit abaissé à tuer un ami, aussi non fréquentable qu'il soit, pour obtenir la paix. Donc, il y a forcément une différence entre les faits qui ont été narrés et les faits qui se sont passés. Et la personne qui est susceptible de falsifier les éléments et de faire croire au gouvernement que Harald a tué Xebec n'est nul autre que le personnage de Garp. En effet, et on ne sait pas encore pourquoi, Garp a décidé de protéger les dragons célestes et d'affronter Xebec en s'alliant avec Roger. Donc, si à un moment donné, Xebec est mort ou de la part de Roger et de Garp ou de la part d'une certaine mutinerie, c'est assez simple pour Garp dans son rapport de dire que la personne qui a tué Xebec est Harald. Et il ne le ferait pas pour la paix ou pour l'amitié, il le ferait uniquement parce que cette paix permettrait à Garp de recruter des gens dans la marine. Et c'est pour ça dans ce chapitre qu'on a en détail les différentes ambitions de Garp, ce qui permettra à Oda
d'expliquer le geste de Garp à la manière un petit peu de Smoker, hein, qui après Alabasta a décidé de protéger les Mugiwara pour pouvoir un petit peu défaire Crocodile. Garp ferait la même chose, il modifierait la réalité dans son rapport, d'une part pour aider Harald puisqu'il a un certain respect pour le roi d'Elbaf, on le voit hein, quand il discute directement avec Kong, il dit que Harald fait des gestes honorables pour pouvoir aller vers la paix et ça lui permettrait en plus d'avoir directement des géants dans la marine. Mais vous allez voir que toute cette stratégie est également très liée au traître de l'équipage des Rox. Vous avez assez patienté. Dans la prochaine partie, je vais tout vous dire sur l'identité de celui qui a trahi Xebec et son équipage. Je vous l'ai dit en intro, moi j'aime beaucoup que toutes les intrigues de l'incident de God Valley tournent autour du personnage de Shaki. En effet, on nous avait déjà dit que l'incident de God Valley a démarré parce que la marine a volé le trésor de la ruche. Et on apprend dans ce chapitre que le trésor de la ruche est en réalité Shaki. On sait aussi que Gold Roger était amoureux de Shaki. Donc Gold Roger vient sur God Valley pour pouvoir très certainement récupérer Shaki. À mon avis, il ne pouvait plus la voir depuis que celle-ci est devenue la barman officielle de l'île de la Ruche. Donc on a un conflit de pirates légendaires qui tourne autour d'une femme et je sais que ça peut en décevoir certains, mais pour moi c'est une référence directe à la guerre de Troie où Paris, lors d'un repas, vole la femme de Ménélas qui est un guerrier grec. Ça pousse l'intégralité des cités grecques à travailler ensemble, à aller directement jusqu'à devant les portes de Troie pour récupérer la femme du cocu Ménélas qui a décidé de partir avec Paris. Ça fait que Achille, Ulysse et plein d'autres héros grecs vont se réunir pendant 10 ans pour faire le siège de Sparte et récupérer une femme. Moi j'adore que des hommes très puissants mettent tout en œuvre pour récupérer un petit peu une passion amoureuse qu'ils ont envers le sexe opposé. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais dans One Piece et l'incident de God Valley, pour moi, la guerre autour de Shaki ne sera que l'élément déclencheur. Pendant la bataille, ce sont bel et bien les ambitions de Xebec qui vont pousser Garp et Roger à le stopper, voire même à le tuer. On va voir, et je l'ai dit, l'histoire sera très certainement réécrite par le héros de la marine pour permettre à Harald de créer des relations diplomatiques avec le gouvernement. Mais le plus important et la question qu'on doit se poser, quel membre de la marine a enlevé Shaki? Et pour répondre à cette question, on doit d'abord répondre à une question beaucoup plus centrale pour l'équipage des Rox. Quel est le traître chez les Rox? Ce traître qui a très certainement vendu Shaki à la marine. On va en parler dans la partie suivante. J'avais besoin de développer toutes les parties précédentes pour que vous ayez toutes les cartes en main pour comprendre mon hypothèse concernant le traître chez les Rox. Je sais que la plupart des gens pensent que c'est H d'argent, car H d'argent ressemble à Zéphyr et que Zéphyr est un marine. Mais pour moi, d'une part, c'est beaucoup trop gros et d'autre part, ça ne raconterait rien. Dans l'équipage des Rox, on a 2 pirates qui n'ont pas été présentés, qui ont rejoint les Rox et dont on ne connaît rien concernant leur motivation. Les 2 pirates sont d'un côté Gloriosa et de l'autre côté Shaki. Si on commence par Gloriosa, dans ce chapitre, elle apparaît chez les Rox et lors de ses échanges avec Big Mom, on apprend qu'elle a quitté l'équipage des Kuja par amour. Mais on sait, dans le chapitre précédent, qu'elle était amoureuse de Roger et on sait qu'elle a encore de l'affection pour lui puisque quand elle voit que Shaku a quitté les Kuja, elle se demande si c'est pas à cause de Goldie Roger. Donc elle est encore amoureuse de Roger. Donc pour moi, je ne comprends pas pourquoi elle est chez les Rox, mis à part si elle a une mission. Deuxième chose pour Shaki, pourquoi est-ce que Shaki, pour sa sécurité, ouvre un établissement sur la ruche? Elle pourrait le faire n'importe où. Rappelez-vous, n'importe quel homme qui croise ne serait-ce que son regard tombe éperdument amoureux, sauf une personne.
une personne qui dans le dernier chapitre s'est battue contre Gold Roger. Garp s'est battu contre le futur roi des pirates car il allait négocier avec les Kuja. Elles ont donc selon moi déjà un lien assez particulier avec la marine. Elles ont décidé donc de mettre leurs attributs au service de la justice et de se rendre directement chez les Rocks pour pouvoir les espionner. C'est Shaki et Gloriosa qui donnent des informations directement à la marine. J'aime cette théorie parce que ça donne un rôle beaucoup plus intéressant à Shaku que d'être uniquement une figure de beauté qui serait un petit peu victime de son succès et qui pousserait les pirates à se battre les uns contre les autres. En fait, Shaki serait une infiltrée, très certainement la première Sword, qui utiliserait la faiblesse des pirates, la passion amoureuse qu'ils ont en la regardant, pour attirer Xebec dans un piège. En effet, aucune personne n'est capable de manipuler Shaki. Shaki est le trésor de la ruche. Elle aurait été enlevée par la marine, mais quelle marine serait capable de l'enlever sans tomber éperdument amoureux d'elle? C'est elle qui est partie de son propre chef de la ruche jusqu'à Côte Valley. Et c'était un ordre qui lui était donné par le gouvernement mondial. Car le gouvernement mondial voulait piéger Xebec. Avec ou sans l'accord de Harald, il voulait que Xebec se retrouve sur God Valley et que celui-ci soit détruit directement sur place. N'oubliez pas, l'île a disparu. Le gouvernement a tué Rox. D'après Loki, c'était donc un plan qui était mené depuis des années pour pouvoir manipuler Rox de Xebec et l'amener directement sur cette île. Et, selon mon hypothèse, Shaki n'aurait pas fait ça pour rien, car c'est pour cette raison et en retour d'ascenseur qu'elle est désormais libre sur l'île de Shaobodi, mais également qu'elle peut protéger son flirt, Riley. C'est pour ça qu'il peut être aussi proche de Marie-Joas Terre Sainte et ne pas être inquiété par la marine. Il a directement un deal avec eux. Shaki leur a vendu Xebec pour obtenir la réelle liberté, pour être tranquille, pour ne pas être poursuivi par la marine. J'aime cette théorie parce que j'aime le fait que Shaki ne soit pas uniquement instrumentalisé par rapport à sa beauté. Xebec serait donc tombé à cause de l'alliance entre Gold Roger, Shaki, Garp, une mutinerie des Rocks et peut-être celui qui a toujours refusé de faire partie de son équipage. Je parle du roi Harald.